Imaginez ceci. Un groupe de soldats soviétiques dans les montagnes d'Afghanistan, blottis autour d'un feu de camp. Ils sont fatigués, ils ont froid, et ils fixent une marmite d'eau bouillante. On pourrait croire qu'ils cuisinent une soupe ou un ragoût. Mais non. La marmite contient des balles. Ils ont perdu la tête ? Eh bien, non, pas exactement. C'était leur solution à un problème bien réel. En 1979, lorsque l'Union soviétique est entrée en Afghanistan, ces soldats ont rencontré le même problème qui hante les armées depuis la nuit des temps. Une logistique désastreuse et des rations encore pires. Parfois à cause de la corruption, parfois parce que les lignes d'approvisionnement étaient chaotiques, et parfois parce que les soldats voulaient simplement de la nourriture qui n'avait pas le goût d'une punition. Alors ils se sont tournés vers les marchands afghans. Du pain et des fruits frais. Peut-être un peu de viande. Tout valait mieux que ce qui sortait d'une cuisine de campagne soviétique. Il n'y avait qu'une seule complication. L'argent. Les soldats soviétiques n'étaient pas bien payés. Pas assez pour faire leurs courses au bazar chaque semaine. Mais ce qu'ils avaient en énorme quantité, c'était des munitions. En zone de guerre, personne ne compte chaque balle. Avec quelques modifications sur la paperasse, on pouvait toujours en demander plus. Personne n'allait remettre en question un soldat de première ligne qui demandait un chargeur supplémentaire. Les troupes ont alors échangé des munitions contre de la nourriture, ce qui a compliqué la situation. Les Moudjahidines, la résistance afghane, n'étaient pas une armée formelle. Ils se fondaient dans la population. Donc, les mêmes marchands qui vendèrent des pommes aux troupes soviétiques, beaucoup d'entre eux faisaient discrètement passer des munitions directement aux combattants. Soviétiques et Moudjahidines aimaient les munitions soviétiques. Ils utilisaient des AKM en 7,62 par 39 et capturaient des AK-74 en 5,45 par 39, même calibres et chargeurs compatibles. Donc, chaque fois qu'un soldat soviétique échangeait une poignée de cartouches contre une poignée de raisins secs, il y avait de fortes chances que ces cartouches se retrouvent dans les collines, tirées contre eux. Évidemment, c'était un problème. La solution devait être subtile. Les soviétiques ne pouvaient pas simplement remettre des munitions manifestement factices. S'ils l'avaient fait, marchands et Moudjahidines l'auraient remarqué. Donc les soviétiques ont trouvé quelque chose qui paraissait astucieux. Autour d'un feu de camp, ils faisaient bouillir les balles pendant peut-être 5 heures, pensant que c'était assez long pour détruire l'amorce, mais pas assez pour chauffer la cartouche au point qu'elle explose. Sur le papier, cela semblait être un plan parfait. Les munitions avaient l'air normales, et elles semblaient normales. L'idée était simple. Une fois entre les mains des Moudjahidines, elles feraient un raté, un simple clic, peut-être un enrayement, peut-être la perte d'un combat, et les soviétiques auraient un repas chaud, sans armer accidentellement l'ennemi. Eh bien, nous reviendrons sur la façon dont cela s'est terminé. Parce que pendant que ces balles mijotèrent dans une gamelle, d'autres armées sabotèrent des munitions de manière réellement efficace et carrément terrifiante. Revenons 10 ans en arrière, au Vietnam. Les États-Unis étaient engagés dans un long et pénible combat contre le Viet Cong et l'armée populaire vietnamienne. Les troupes américaines progressaient trop lentement, l'ennemi disparaissant dans la jungle avant qu'une patrouille ne réalise la situation. C'est alors que le colonel John Singlaub et le SOG, le groupe d'études et d'observation, entrent en scène. Spécialisés dans les missions derrière les lignes ennemies, ces petites équipes effectuaient un travail discret et dangereux. Ces équipes trouvèrent souvent des dépôts de munitions ennemies, mais risquèrent des problèmes en les faisant exploser. Les explosions dispersèrent les munitions partout. Les emporter était trop lourd. Alors Singlaub a proposé quelque chose de sournois, quelque chose qui ferait douter chaque combattant Viet Cong. Chaque munition chargée appartenait au projet Eldest Son. Le plan était simple à expliquer et terrible à exécuter. Les agents du SOG prenaient des cartouches capturées de 7,62 par 39, les ouvraient, vidaient la poudre et la remplaçaient par un explosif bien plus puissant, du genre qui ne produisait pas simplement une explosion classique. 45 000 psy, c'était la pression normale qu'une AK pouvait supporter. Mais plus de 250 000 psy, c'était suffisant pour transformer un fusil en éclats, assez pour arracher une main. Ou pire, mais voici le problème. Chaque cartouche devait être impeccable, sans marque, rayures, ni traces de manipulation. Ce n'était pas quelque chose que tu pouvais précipiter. Des heures de travail lent et minutieux sur un établi, à transformer des cartouches en petites bombes artisanales. À la fin, ils avaient en saboté environ 12 000 cartouches d'AK, 556 cartouches de mitrailleuses lourdes et 1968 obus de mortier. Et maintenant, ils devaient les introduire dans les stocks ennemis.
Alors, les équipes du SOG transportèrent de petits paquets lors de leur mission. S'ils découvraient une cache de munitions, ils y glissaient discrètement quelques cartouches sabotées, juste assez pour qu'une par chargeur soit mortelle. Puis, arriva la campagne de désinformation, avec des tracts sur la mauvaise qualité des armes chinoises et des émissions radio affirmant que leur métal était cassant, de fausses études sur des culasses fissurées et canons éclatés. Tout cela pour que les Nord-Vietnamiens doutent de leurs fournisseurs et craignent leur propre équipement. Il ne s'agissait pas de tuer des dizaines de soldats, il s'agissait de semer la paranoïa. Et ça a marché, du moins pendant un certain temps. Il y a des rapports faisant état de combattants Vietcong retrouvés morts, leurs fusils explosés dans leurs mains. Mais le projet Eldestson avait une faille fatale. Il est resté secret, jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Une fuite dans la presse a révélé toute l'affaire. L'ennemi l'a découvert, et une fois qu'il savait, l'opération ne servait plus à rien. Maintenant, les munitions sabotées ne sont pas la seule ruse sale de l'histoire militaire. En remontant jusqu'à la guerre de sécession américaine, on découvre une arme si simple et sournoise qu'elle paraît à peine réelle. La torpille de charbon. La Confédération était assiégée. Les navires de l'Union bloquaient massivement les ports du Sud selon le plan Anaconda. Le Sud n'avait pas beaucoup d'argent. Il n'avait pas beaucoup d'industrie. Mais il avait un espion à l'imagination tordue, Thomas Edgeworth Courtney. L'idée de Courtney était presque élégante. Prenez un obus creux, refondez-le pour qu'il ressemble à un simple morceau de charbon. Mettez de la poudre à canon, scellée avec cire et goudron. Vous obtenez ainsi une bombe identique au combustible. Placez un de ces morceaux de charbon dans la réserve d'un navire de l'Union, et tôt ou tard, il sera jeté dans une chaudière. Et puis, boum! De la fumée noire, du fer brisé, une machine à vapeur qui se déchire après l'explosion. La Confédération a produit un lot de ces torpilles en 1864, mais un agent chargé des plans a été capturé par malchance. L'Union a renforcé la sécurité de ses dépôts de carburant. Cependant, certains faux morceaux ont peut-être été acceptés sans qu'on le sache vraiment. Dans les années 1860, les machines à vapeur explosaient fréquemment à cause de chaudières dangereuses et d'un entretien irrégulier, si bien que l'explosion d'un navire n'étonnait personne. 2 incidents suspects ressortent. L'USS Shenango a explosé lors de son voyage inaugural en 1864, tuant 30 marins, et plus tard cette année-là, le navire de transport de troupes de l'Union, le Greyhound, a subi une explosion de chaudière qui a forcé l'équipage à abandonner le navire. Juste après l'arrestation de 6 civils à bord pour comportement suspect. Était-ce à cause de ces torpilles de charbon? Peut-être pas, mais le timing est intéressant. Et c'est ça avec des armes comme celle-ci, des explosifs cachés, des cartouches piégées, du charbon explosif. Elles ne font pas que blesser l'ennemi, elles s'immiscent dans la tête de l'ennemi. Quand tu commences qu'à douter que la prochaine balle, le chargeur ou la pelletée de charbon pourrait t'exploser au visage, tu cesses de faire confiance à ton propre équipement. Tu hésites, tu doutes, et à la guerre, l'hésitation peut être fatale, ce qui nous ramène à ces soldats soviétiques et à leur marmite de balles bouillantes. Le stress pousse à des comportements étranges, tu le sais déjà, mais parfois, tu entends parler de quelque chose d'aussi étrange ou déroutant que tu dois t'arrêter et demander « Pourquoi quelqu'un ferait-il ça ?» Voici la chute. Leur plan n'a jamais marché, même un peu. Les munitions modernes sont très résistantes. L'étui est scellé, l'eau ne s'infiltre pas. Les amorces ne contiennent plus de vieux produits chimiques fragiles, donc faire bouillir est inutile. Cette astuce marchait au 19e siècle, quand les amorces au fulminate de mercure se désagrégeaient à l'ébullition. Oubliez ça pour les munitions du 20e siècle. Donc, pendant que les confédérés faisaient exploser des chaudières avec du faux charbon et que le SOG, les agents au Vietnam, transformèrent des fusils en grenades à main, les soviétiques en Afghanistan se contentaient de faire de la soupe chaude avec des balles. Ces astuces n'ont pas gagné leur guerre. Elles n'ont pas changé la grande stratégie, mais elles ont laissé une trace, et plus qu'un peu de paranoïa. Parce que parfois, l'arme la plus effrayante sur le champ de bataille n'est pas le fusil. Dans vos mains, c'est le doute dans votre tête, sur le fait de savoir s'il est sûr d'appuyer sur la gâchette.